puisque nous sommes un petit comité, donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau pour être sûr, effectivement, de bien intégrer et clarifier ce que je vais dire. Et je compte sur David parce qu'en partageant mes slides, ce que je vais faire maintenant, je n'aurai plus de visibilité sur, effectivement, ce que vous allez pouvoir me dire, en fait. Enfin, je ne verrai plus vos points. Alors, je n'ai plus mes slides, évidemment. Attendez, comment se fait-il? Si je vous laisse, sinon je peux les partager, hein, c'est comme vous. Voilà, parce qu'en revenant sur l'onglet Fenêtres, je ne l'ai plus. Donc, c'est vraiment embêtant. Non, vous voyez, c'est pas ça du tout. Bah, écoutez, on va faire ça, je pense, parce que on a fait un essai et puis je recommence, mais Souhaitez-vous que je le partage pour vous? Vous me je direz pense quand. qu'il vaut mieux parce que l'essai était concluant, Voilà, mais pas l'élément, bah, comme ça je vous verrai en même temps. Donc voilà. Est-ce que effectivement, vous C'est bon, Nathalie. c'est bon? c'est Voilà. bon, c'est bon, c'est bon, tout à fait. Donc effectivement, on va démarrer, sur, comment, ce règlement, dont j'aimerais peut-être au préalable vous demander, alors je ne sais pas comment on peut, avoir, une réponse, si le RGPD vous parle ou pas du tout. C'est vraiment, un 1er point essentiel, pour pouvoir caler le niveau de réponse. Donc je vais partir du principe qu'effectivement on part un petit peu du début et puis si vous me dites qu'effectivement tout ça vous le savez, on accélère et on va à un niveau plus expert. Donc si on déroule effectivement le fil, des slides et donc que l'on avance sur la slide 1, puisque je n'ai pas la main. Alors attendez, oui, ça On va tout d'abord, c'est le sommaire, voir les règles d'or, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que ça veut dire en pratique, la protection des données, les atouts, donc là, passer un petit peu de temps sur les atouts, et un point essentiel qui intéresse beaucoup effectivement toutes les entreprises, c'est comment mener une campagne marketing en étant sûr de ne pas avoir de problème avec le RGPD. Il y sera question effectivement de l'acquisition de fichiers extérieurs, des différents moyens de solliciter des prospects ou vos clients par téléphone ou par email, sachant que dans l'email, on a la règle du consentement et non pas de l'opposition. Donc voilà un petit peu le fil conducteur. Mais tout de suite, démarrons avec donc les règles d'or de la première partie, slide 3. Et ces règles d'or, je dirais qu'on peut les apprécier à l'aune du bilan de ces maintenant 6 ans du RGPD, qui a fait l'effet effectivement d'une espèce de tsunami qui a beaucoup inquiété à l'époque. L'inquiétude s'est estompée parce qu'en fait, il y a d'autres textes qui sont arrivés par derrière, donc à tel point que dans l'actualité, tout le monde réclame une pause législative puisque pas plus tard qu'avant-hier a été adopté le règlement sur l'intelligence artificielle. Donc, vous en avez sûrement entendu parler. C'est une nouvelle brique qui vient compléter effectivement le RGPD en ce qui concerne les systèmes d'intelligence artificielle. Et c'est également un sujet qui est tout à fait d'actualité et que toutes les entreprises, effectivement, s'en emparent, notamment ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative et le fameux ChatGPT, l'outil américain qui permet de produire des annonces de CV, d'enrichir son site web, de faire effectivement des synthèses de réunions ou autres, générer du contenu, des images. Et bien évidemment, ce à quoi il faut être très vigilant, c'est à la confidentialité
de ce que vous entrez dans ces prompts, ce qui s'appelle effectivement ces requêtes, puisque tout ce que vous y entrez va être conservé et réutilisé par ChatGPT, donc surtout pas de données personnelles. On en reparlera. Donc on peut avancer à la slide suivante pour, peut-être, effectivement, avoir en tête quelques chiffres, sur, vous voyez les différentes, missions de la CNIL. Et effectivement, comme je l'indiquais tout à fait en préambule, j'appartiens, à l'aspect, accompagner et conseiller, alors que vous avez effectivement, également l'aspect, contrôler et sanctionner, qui sont les 2 jambes de l'institution, comme je le disais, qui se veut équilibré, entre les 2. Et puis, évidemment qu'il y a le rôle d'information, de protection, au travers effectivement de, notamment, l'instruction des 16 000 plaintes que nous recevons, chaque année. Et puis, on a cette obligation aussi de toujours avoir un œil sur ce qui arrive, donc anticiper et innover. On peut dire que ce sont les 4 grandes missions, de la Commission nationale de l'informatique et liberté. Et une fois encore, tout ce qui sera dit dans le cadre de ce webinaire ne pourra en aucun cas, hem, se retourner contre vous, puisqu'une fois encore, étant dans la partie d'accompagnement et de conseil, les problèmes et relevés, que vous pouvez exprimer, hem, font l'objet effectivement de conseils et en aucun cas ne sont répercutés auprès de la direction effectivement, qui de toute façon a un processus, itératif, de contrôle et d'engagement éventuellement de poursuites, très réglementées. Slide suivante. Pour, effectivement, passer un peu plus de temps sur chacune de ces missions, à savoir informer alors ce que j'ai effectivement pris comme exemple concret pour vous, c'est la question de la cybersécurité dans la mesure où effectivement, comme l'indiquait Nathalie dans le cadre des futurs, webinaires qui vont se tenir, la cybersécurité est vraiment une, exigence renforcée, au vu de l'importance des cyberattaques dont font l'objet non plus seulement les hôpitaux, les universités, les grandes entreprises, mais les petites aussi et parfois les toutes petites, parce que, les hackers et les cybercriminels, font, ramassent, dans des filets, à mailles, tout ce qui y passe. Donc on se dire: «Je suis petit, je n'intéresse personne», c'est faux. Parce que c'est la facilité qui prévaut et que s'il y a des failles de sécurité, eh bien les hackers, en profiteront. Évidemment que si le système est sécurisé, ce sera plus problématique pour eux, donc ils iront d'abord vers ce qu'il y a de plus facile. Donc, en prenant des exemples dans le domaine de la cybersécurité, vous voyez que dans les missions de la CNIL, il y a cette sensibilisation du grand public et vous avez là toutes les références qui vous permettent de retrouver sur notre site, par exemple, comment réagir à une usurpation, d'identité, comment avoir un bon mot de passe. La slide suivante, elle, sera consacrée donc, non pas à la sensibilisation du grand public, mais à l'accompagnement des professionnels dont je parlais. Et là aussi, on a fait un guide général, sur la sécurité des données avec une checklist et on travaille évidemment, pas seul comme, je le dirai plus tard, et donc on rappelle aussi l'obligation, de, déclarer à la CNIL les violations de données, quand vous faites par exemple l'objet d'un rançongiciel ou d'une fraude au président, si vous avez une attaque, sur vos messageries, ou que vous perdez votre matériel, tout simplement en l'oubliant à la gare, ou à l'aéroport et en le perdant, alors que vous avez, le fichier client avec les références bancaires, vous devez effectivement, le déclarer à la CNIL et 3e mission, donc après, l'accompagnement et le conseil,
Euh, Ce sera la slide suivante, qui contrôle donc qui concerne donc les contrôles et les sanctions, avec un rappel des manquements les plus fréquemment rencontrés dans le cadre de nos contrôles, justement, ou qui font l'objet donc de sanctions. Et vous voyez que ce sont des choses souvent très simples. Par exemple, la transmission de mots de passe en clair lors de la création d'un compte sur un site web. Ou tout simplement des données qui sont librement accessibles par modification d'URL. Vous avez une barre adresse et vous modifiez légèrement la barre adresse, ce qui permet d'accéder à des documents d'autres personnes. On a souvent eu des plaintes de cette nature. Ou encore quelque chose de très simple, c'est le fait que les postes de travail ne se verrouillent pas automatiquement, ce qui permet à un tiers de rentrer très facilement dans le système d'information. Donc, vous voyez que 2 tiers des sanctions de la CNIL incluent un manquement à la sécurité. Donc, c'est vrai qu'on retrouve très fréquemment, quels que soient les contrôles que l'on effectue, des manquements à la sécurité. Et enfin, la dernière mission, qui est donc le slide suivant, concerne, lui, tout ce qui est effectivement bonne participation de la CNIL à nos écosystèmes. Il est impossible de travailler seul. Donc, pour l'exemple de la cybersécurité, mais une fois encore, on l'applique dans tous les domaines, que ce soit l'intelligence artificielle, et quand on travaille sur effectivement les fichiers d'entreprise, c'est la même chose. On travaille avec à la fois on a fait d'ailleurs de CCI France un partenaire institutionnel, mais également la Direction générale des entreprises à Bercy, les confédérations patronales, etc. Et là, pour la cybersécurité, on est très, très partenaire de cybermalveillance.gouv.fr, qui est un très bon site où vous avez effectivement des conseils pratiques à peu près sur tout. Et avec l'ANSSI et la CPME, vous avez un document récapitulatif des 10 mesures à prendre en matière de cybersécurité, qui a été fait spécialement pour les TPE et qui est également très utile. Voilà, rapidement posé, tout de même pour avoir de la visibilité sur nos activités, ce que je pouvais vous dire sur les missions de la CNIL. Et on rentre maintenant effectivement dans le vif du sujet. Sophie, je me Oui, bien permets juste sûr. je rebondis sur l'aspect cyber avec 2 choses. Quand vous faisiez référence, disons que tout type d'entreprise, toute typologie d'entreprise était concernée, et pas que les grosses. J'ai eu le cas en début de semaine avec une auto-école. Voilà, donc ils sont 2 au sein de l'entreprise, donc effectivement, très très petite, hein, très petite structure. Ça, c'est le premier point et 2e point, c'est qu'effectivement toute la démarche de mise en conformité au RGPD permet de diminuer le risque cyber. Très bien. Et est-ce que pour cette auto-école, elle a pris contact avec vous, c'est ça? Parce qu'elle a rencontré un problème de quelle nature? Alors c'était pas avec moi directement, hein, c'était un conseiller qui voulait savoir les Ah oui, les les démarches, les actions à effectuer et cetera. Donc nous on a des enfin j'ai des listes de choses à faire et puis évidemment après il y a eu tout l'aspect, violation de données, mais ça ça concerne directement l'auto-école et le conseiller donc pas moi directement impliqué sur le sujet. d'accord, OK, d'accord. Mais enfin, ça montre bien effectivement, c'est très intéressant que même à l'échelle d'une entité économique de 2 personnes, on peut se retrouver bloqué et tout d'un coup ne plus pouvoir accéder à ces fichiers, ces listes de rendez-vous, et qu'effectivement ça peut concerner donc des très petites entreprises. Très bien. Donc on poursuit. Pour rappeler effectivement ces règles d'or de la protection des données. Qu'est-ce que ça veut dire? Heu, En fait, il faut se dire qu'effectivement, ça se compte sur les doigts de la main puisque le principe cardinal, c'est, savoir à quoi va servir le traitement que je vais mettre en place. Le traitement, c'est effectivement la collecte, l'enregistrement, le rapprochement de fichiers existants. C'est assez large, vous voyez? Ça va au-delà du fichier, mais très généralement, puisque une interconnexion entre 2 fichiers existants sera considérée comme un nouveau traitement. Ce qui est important, c'est de savoir à quoi ça sert, quel est l'objectif poursuivi
Et pourquoi? Parce que c'est au regard de ce principe de finalité, de savoir à quoi va servir ce traitement, qu'on va pouvoir déterminer quelles sont les données, qui vont être pertinentes, qui vont être adéquates, qui vont être proportionnées. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un fichier client, est-ce que à quoi va me servir, la date d'anniversaire si je n'ai pas une opération spéciale, en lien avec cette date d'anniversaire? Même chose, pour le nombre d'enfants, ça ne va pas s'avérer pertinent, sauf si, mon traitement a effectivement une justification par rapport à cette donnée. Donc c'est ce qu'on appelle, la minimisation des données. C'est également au regard du principe de finalité qu'on va déterminer la limitation de la conservation. On va en reparler tout à l'heure pour notamment le marketing, combien de temps doivent être conservées les informations. C'est effectivement, un principe, essentiel. De même que l'exactitude des données, heu, c'est vrai qu'elles doivent régulièrement être mises à jour et on voit bien que parfois ce n'est pas toujours le cas, ce qui fait que les fichiers sont encombrés de données inutiles. Or, ces données, effectivement, il est nécessaire, de les mettre à jour et quand on parle de la base légale, c'est essentiellement, des questions effectivement de transparence et de loyauté qui s'expriment au travers du respect des droits des personnes. Heu et ça, on fera une application concrète dans, ce que je vous dirai pour, ce qui est relatif au marketing, puisque cette législation confère à chacun d'entre nous, en tant que particulier, hein, individu, des droits à être informé, savoir ce qui est collecté et à quoi ça va servir. En fonction des cas de figure, soit y consentir, soit s'y opposer et on verra que ce n'est pas effectivement toujours, possible et puis pouvoir y accéder, avoir accès à cette information, savoir ce qu'un organisme a comme information, sur moi, comment rectifier des données et obtenir la rectification surtout, de données qui seraient inexactes ou incomplètes, les supprimer. Et que ce droit à suppression, bien sûr, il se fait, nonobstant le fait que s'appliquent les règles de conservation prévues par les textes. Pour vos données comptables, il est évident que, vous devez les conserver. Donc ça ne veut pas dire que, la personne peut exiger toute suppression, puisque tout ce qui doit être, conservé à des fins comptables, fiscales, ou même de préservation des preuves en cas de contentieux, peut être, conservé. Droit à la limitation et à la portabilité. Le droit à la portabilité, c'est comme celui du numéro de téléphone que vous gardez, quel que soit l'opérateur que vous avez. C'était le même principe. Il est vrai que le bilan qu'on peut faire donc du RGPD à ce jour démontre que ce droit à la portabilité, il n'a pas vraiment bien fonctionné et c'est la raison pour laquelle on a d'autres législations européennes qui sont intervenues depuis lors et qui vont, en prévoir une nouvelle application. Est-ce que vous avez des questions sur, cette présentation très succincte, un peu théorique, mais dont on va voir concrètement comment elle trouve application avec effectivement les opérations de marketing et de gestion commerciale par la suite? Pas de questions pour l'instant. D'accord, donc effectivement, on peut poursuivre. Pour vous expliquer un petit peu ce que l'on fait vis-à-vis des TPE-PME, puisque, le RGPD s'applique à tout organisme, que ce soit l'État, une multinationale comme, Google ou Amazon ou un ministère, de l'intérieur lorsqu'il développe effectivement des traitements pour assurer la sécurité des JO, mais aussi, évidemment à l'auto-école dont vous parliez, tout à l'heure, ou à toute effectivement, entreprise ou, association, quelle que soit sa taille et son activité, dans le secteur privé comme dans le secteur public et il est effectivement, ce RGPD, conçu sur l'idée, d'avoir la confiance, des utilisateurs, de renforcer les droits des personnes,
et d'engager la responsabilité des professionnels. Et les professionnels, en l'espèce, ce sont effectivement d'une part les entreprises directement pour ce qui concerne leur activité professionnelle, elles sont responsables de traitement à ce titre-là. Et il y a également leurs sous-traitants, et effectivement, c'est toujours le cas généralement pour des petites entreprises qui ne disposent pas de services informatiques et qui vont donc avoir des prestataires pour leurs services numériques. Ces sous-traitants ont également des obligations spécifiques au regard du RGPD. Alors, en fait, si on peut résumer ce que vous avez à faire en tant que responsable de traitement, c'est les 3 choses. Recenser vos fichiers de données personnelles, c'est-à-dire faire l'inventaire de ce que vous avez comme effectivement traitement de données personnelles. Donc ça peut être effectivement le fichier clientèle, le fichier prospection commerciale, fournisseur. Si vous avez des salariés, effectivement, là, il y aura la paye des salariés. Et pour vous aider, avec la CPME, nous avions élaboré un modèle de registre avec autant de fiches que de fichiers. Donc ça, c'est quelque chose qui vous permet de savoir ce que vous avez et on verra tous les bénéfices que vous pouvez en tirer dans ce qui va suivre sur les atouts que cela représentera pour vous. Et puis, c'est un petit peu le b.a.-ba, si vous voulez. C'est vrai que c'est difficile de concevoir. C'est un petit peu comme si vous aviez effectivement dans votre maison des armoires sans trop savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est effectivement faire le ménage et effectivement regarder tout ce que vous avez. Ce qui vous permet de respecter les droits des personnes, puisque effectivement, ça vous permet de mettre à jour et de pouvoir appliquer à ces données les principes relatifs à l'information ou au respect des droits en matière de demande de droit d'accès ou autre. Et ça donc sécurise la relation avec vos clients et même vos fournisseurs, vous met à l'abri de critiques sur les réseaux sociaux ou de réclamations auprès de la CNIL, comme on peut en recevoir. Et la troisième obligation, c'est la sécurisation des données pour garantir l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de perte ou de piratage. Donc, vous voyez, il y a 3 axes. Faire l'inventaire, assurer le respect des droits des personnes et c'est au moyen de petites mentions qu'on verra tout à l'heure, par exemple, en matière de marketing, et sécuriser ces données. On passe à la slide suivante. Pour justement voir les atouts que cela représente pour les entreprises. C'est un travail auquel on s'est prêté avec effectivement la BPI France notamment, pour montrer que les enjeux étaient importants, puisque en définitive, cette réglementation, elle est indissociable de tout projet de numérisation que vous pourriez avoir dans votre société. Et il vaut mieux y penser évidemment en amont, plutôt que d'attendre d'avoir des plaintes de vos clients ou de vos salariés pour non-respect de leurs droits. Pour vous donner un exemple très concret, nous avions été saisis de plaintes de salariés il y avait 6 salariés dans cette entreprise et en définitive, de façon à assurer la sécurité du magasin, puisqu'il s'agissait d'un magasin où il y avait eu des vols, il y avait eu 6 caméras de vidéosurveillance installées, une pour chaque salarié quasiment. Et effectivement, ça avait provoqué une tension dans l'entreprise, des plaintes à la CNIL et finalement le fait que le chef d'entreprise avait été peut-être trop
enfin, avait fait l'objet effectivement d'une campagne de publicité un peu excessive de la part de ce vendeur de vidéosurveillance, puisque, en l'espèce, c'est apparu disproportionné que d'avoir un tel suivi systématique de chacun des salariés. Donc, c'est vrai qu'avec des fiches pratiques comme celles que nous avons élaborées sur l'installation de matériel de vidéosurveillance, justement, et dans quelles conditions cela peut se faire, c'est quand même important, effectivement, d'avoir un réflexe de se dire: «Est-ce que j'ai besoin d'autant de caméras de vidéosurveillance?» C'est la fameuse minimisation dont je vous parlais tout à l'heure. Et il est effectivement, ce qu'on a rencontré aussi, c'est des cas de dénonciation à la CNIL qui se faisaient non pas directement par les clients ou les employés, mais par des concurrents. Et puis, on a des programmes de contrôle par secteur d'activité qui peuvent arriver. Et ça, c'est effectivement les enjeux et les risques, mais il y a beaucoup d'avantages indépendamment de ces risques. Et les avantages, c'est une opportunité économique et la façon de transformer la contrainte légale que c'est pour tous en avantage, en montrant qu'effectivement vous voulez renforcer la confiance avec toutes les personnes qui vous confient leurs données personnelles, ce qui permet de valoriser votre image d'entreprise sérieuse, responsable, d'améliorer votre image de marque. C'est aussi un gage d'amélioration de votre efficacité commerciale, puisque les fichiers vont vous permettre de prospecter en sécurité pour mieux connaître vos clients, de regrouper des fichiers Excel qui peuvent être éparpillés à gauche, à droite, sans donner de vision d'ensemble. Donc, à côté de l'efficacité commerciale, ça va provoquer un développement de votre activité en rassurant les clients, les donneurs d'ordre. Et les donneurs d'ordre, on voit bien que souvent, c'est effectivement si vous travaillez avec, par exemple, via des marchés publics ou même des grosses entreprises, celles-ci sont de plus en plus demandeuses d'une chaîne de confiance et d'une vérification du respect des règles par, effectivement, leurs fournisseurs. Donc, on a également la sécurité des données, c'est-à-dire que vous pouvez ainsi limiter vos risques vis-à-vis de la cybercriminalité. C'était tout le volet dont on vient de parler assez longuement. Et donc, ça engage de bonne gestion commerciale qui vous permet aussi d'avoir cette visibilité sur les données dont vous disposez pour créer de nouveaux services. Ce que vous pourrez faire souvent beaucoup plus facilement si vous disposez de fichiers qui sont à jour, qui sont complets, qui sont de bonne qualité, puisque, comme on le disait, tout ce qui va se faire en matière d'intelligence artificielle ne peut se faire que sur des données de qualité. Donc, vous assurez effectivement la qualité de votre patrimoine informationnel, qui est un élément qui est de plus en plus pris en compte au moment de la revente d'une entreprise, sachant qu'effectivement, la légalité et la conformité des fichiers existants sera pris en compte à ce moment-là, que ce soit à la cession ou effectivement dans le cadre de partenariats qui pourront être engagés dans le cadre de la vie de l'entreprise. Voilà pour cette partie. C'est vrai que si vous n'avez pas puisque comme je ne les passe pas directement, je peux voir a priori les mains se lever et je vous vois. Donc a priori, je ne vois rien. Donc je vous propose de poursuivre sur effectivement l'aspect très concret et avec la slide suivante sur effectivement la prospection et la fidélisation des fichiers commerciaux en conformité. Donc là, évidemment, ça concerne tout ce qui est prospection ou fidélisation par envoi de messages, par courrier, SMS, téléphone, courrier postal, sur des données à caractère personnel, que ce soit effectivement les numéros de téléphone, les emails, les adresses postales. Peut-être un focus sur le fait que si vous avez
un nom, une adresse professionnelle générique, si je vous pose la question de savoir si une adresse professionnelle générique de personne morale du type info at, là vous avez le nom de la société .fr, sont concernés par le RGPD, est-ce que vous me dites oui ou est-ce que vous me dites non? Je vais vous faire un peu de test. Qui se lance? J'ai du non dans la conversation. Voilà. Bah, moi, je Ah, dirais oui. Moi, je dirais oui parce que tout est donné. Donc, Ah, alors tout est donné, ça c'est vrai, mais tout n'est pas forcément donné personnel, vous voyez? Et c'est vrai que là, c'est la question de savoir, c'est bien une donnée, ça vous avez tout à fait raison, mais effectivement, ce n'est pas une donnée à caractère personnel parce que c'est info et info ne permet pas d'identifier une personne physique. Par contre, si j'ai, par exemple, moi c'est esnerbonne@cnil.fr et je vous donne mon adresse mail que vous pouvez utiliser, mais uniquement vous. Esnerbonne, c'est bien une donnée à caractère personnel puisque ça repose sur mon nom. Donc, c'est parce que je sais que c'est vrai que c'est un élément sur souvent les professionnels ont un problème parce qu'ils disent, mais une adresse professionnelle, c'est professionnel, donc c'est pas personnel. Et effectivement, il y a cette distinction à faire selon que c'est générique, c'est-à-dire que ça ne permettra pas de savoir qui est la personne qui est derrière, parce que ce sera indiqué contact at le nom de la société .fr. Alors que si vous avez un nom de personne physique, là, ce sera une donnée à caractère personnel, effectivement. Donc, on va voir la constitution de fichiers. Excusez-moi, Sophie. Oui. Je crois que j'ai quelques mains levées. Ah ben alors, allons-y. Alors, donc il y a David qui a levé la main, non? Non, moi, c'était juste pour dire qu'il y a une main levée, tout simplement. Eh oui, et alors j'ai une dame aussi, alors j'ai perdu son nom dans la liste, qui souhaitait prendre une, Je crois que c'était Virginie. J'avais ah voilà, Virginie. merci, tu J'ai Virginie, suivi. qui souhaitait poser une question. Bon, bah, ce sera pour après alors. D'accord. Désolée Oui. Sophie. On va avoir pas de souci, on aura le ah, elle a un souci de micro visiblement. Mais dès que le souci de micro est levé, on peut prendre la question, il n'y a pas de souci. On peut avancer, au slide suivant. On va commencer par, déjà, ce qui est la prospection. Quand je dis B2C, j'ai un résumé, mais c'est business to consumer, donc ça c'est et donc c'est, professionnel, c'est-à-dire l'entreprise, pour des consommateurs personnes physiques. Donc là, on est dans la situation où vous, entreprise, voulez effectivement toucher des personnes physiques et on verra ensuite comment ça se passe quand vous voulez pouvoir toucher des personnes morales, c'est-à-dire des entreprises, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire business to business, hein, vous avez des contacts avec d'autres professionnels où les règles sont plus souples que celles qui concernent les consommateurs, où là, vous voyez que quand on est dans de la sollicitation électronique, parce que là, ça concerne, on va voir les différents cas de figure, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 solutions. Soit on a le consentement, c'est-à-dire que si la personne n'a pas dit «oui», ça veut dire que vous ne pouvez pas les prospecter. Il faut qu'elle ait dit «oui». C'est pour ça qu'on appelle, qu'on dit en opt-in. Heu et si la personne n'a pas dit non dans le cas de l'opt-out, c'est oui. C'est-à-dire qu'effectivement, soit on s'oppose, soit on consent. Il y a vraiment cet élément à comprendre entre les 2 et on va voir quand est-ce que ça s'applique dans le slide suivant. Donc, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, ce qui est sûr, c'est que votre message commercial devra préciser votre identité, à vous en tant qu'annonceur.
Donc là, c'est pour comprendre effectivement quelle est l'origine de la prospection. Et effectivement, il faudra également qu'il y ait un moyen simple de s'opposer à la réception de nouvelles sollicitations. Et c'est pour cela, par exemple, que vous voyez très souvent maintenant, le plus simple, c'est d'avoir un lien pour se désinscrire qui est indiqué à la fin du message. C'est très classique d'avoir ce lien qui permet effectivement de refuser à l'avenir de recevoir de nouveaux messages. Faites attention à ce que ce lien fonctionne, parce que c'est vrai qu'on a pu recevoir des plaintes dans la mesure où effectivement il y avait bien un lien pour se désinscrire à la fin du message, mais ce lien ne fonctionnait pas, il n'était pas opérationnel. Donc effectivement, ça ne suffisait pas. Donc ça, c'est les 2 éléments à effectivement inclure avec votre message de prospection. On passe à la slide suivante. Pour tout d'abord évoquer le cas de la prospection par téléphone ou par courrier postal. Et là, c'est la faculté de s'opposer. C'est-à-dire que les personnes qui vont être prospectées par ce vecteur, elles peuvent s'y opposer, elles n'ont pas à y consentir. Parce qu'évidemment, c'est plus compliqué de recueillir le consentement des personnes que leur droit d'opposition, puisque effectivement, tous ceux qui ne se seront pas manifestés pour s'opposer, vous pourrez les prospecter. À chaque fois, je fais des renvois, vous voyez, sur la fiche CNIL qui existe et qui vous servira effectivement de fil conducteur. On peut passer à la suivante. Donc, le principe général, c'est que la personne est informée au moment de la collecte de l'utilisation de ces données à des fins de prospection. Donc, typiquement, vous avez fait remplir un petit questionnaire où la personne a un coupon et effectivement, vous avez inscrit la possibilité de s'opposer à l'utilisation à des fins commerciales, avec un petit exemple de mention où vous voyez que je m'oppose à ce que mes coordonnées postales ou mon numéro de téléphone soient utilisés pour recevoir des offres de la société X par courrier postal et ou téléphone. Premier cas de figure, et ça c'est donc le principe général. Donc, on peut dérouler la prochaine. Avec les spécificités à connaître pour la prospection téléphonique. Je ne parle pas là des SMS, puisque là, comme on est dans un processus automatisé, ce sera effectivement différent. Mais si c'est des appels téléphoniques par des opérateurs humains, il y aura d'abord la vérification que la personne n'est pas inscrite sur Blocktel. Blocktel est en fait une liste anti-démarchage téléphonique. Donc effectivement, ça s'applique uniquement aux prospects, c'est-à-dire que on ne parle là que des prospects et non pas de vos clients. Vos clients à vous, effectivement, sont bien identifiés, mais ce seraient des personnes qui ne seraient pas clientes. C'est pour celles-ci que vous devez vérifier qu'elles ne sont pas inscrites sur Blocktel. Et il y a, ça c'est effectivement la législation du code de la consommation, le respect des certains jours et horaires d'appel que je vous rappelle ici, puisque effectivement on parle de prospection téléphonique. Ça, ce n'est pas lié à la réglementation sur la protection des données personnelles, mais ça vous permet d'avoir l'ensemble des obligations réunies sur le même slide. Donc, 4 appels par mois. Et je vous rappelle donc les jours et les horaires. On peut passer à la suivante s'il n'y a pas de questions.
Excusez-moi, je n'avais pas mis le micro pour pas vous ennuyer. Oui, j'ai une question néanmoins très, très basique. Une personne qui n'est pas inscrite sur Blocktel, mais qui n'y connaît peut-être pas forcément, qui ne sait pas, comment elle a le moyen effectivement de stopper ces démarches de prospection téléphonique. Elle est obligée de s'inscrire sur Blocktel ou simplement dire à son interlocuteur, écoutez, c'est fini, rayez-moi de vos listes. C'est quoi le moyen? Qu'est-ce qui, vis-à-vis de la loi, est retenable ou pas, quoi? D'accord. Alors, eh ben, c'est une très bonne question et de toute façon, la réponse là, c'est à la fois, de manifester son opposition auprès directement, de la personne qui l'a contacté, mais D'accord. aussi de s'inscrire sur Blocktel pour, essayer de prévenir de tels appels à l'avenir. Donc je dirais que ce sont les 2, c'est les 2. Et, et du coup, Blocktel est accessible par toute entreprise. Ah oui, D'accord, oui, ok. oui, oui. Eh bien, merci Sophie. Je vous en prie. Donc, on passe à la suivante pour cette fois-ci évoquer le cas Ah, il qui y est avait effectivement une autre plus. question, pardon. Alors, Oui, oui, je vous en prie. Oui, une main levée de Nadège. Si vous d'accord. pouviez ouvrir votre micro, Nadège. Non. Bon, bah, pas de Nadège. Peut-être tout à l'heure. En tout cas, là, j'en viens effectivement à ce qui concerne les courriels électroniques, donc, et les SMS, puisque là, on est dans l'optique d'une prospection qui doit respecter le consentement des personnes, ce qu'on appelle l'opt-in, et on va voir en quoi cela consiste avec la slide suivante. Donc, même principe que tout à l'heure, à savoir l'information des personnes. Qui doit se faire donc, vous avez un petit exemple d'information, qui est en dessous, avec recueil du consentement sous la forme: «J'accepte que mes informations soient utilisées pour de la prospection commerciale», et c'est effectivement, une case qui doit être dédiée et qui ne soit pas précochée. Parce qu'effectivement, on a vu, des questionnaires avec, des cases qui étaient déjà cochées, et donc ce n'était pas la personne qui exprimait son consentement, c'est par défaut, on considérait qu'elle avait consenti, ce qui n'était pas ça n'a pas été considéré comme étant valide comme consentement puisque, il était, supposé. Alors que, la personne doit vraiment, être celle qui fait un geste pour montrer qu'elle a consenti à cette sollicitation par voie électronique, donc recevoir, soit des SMS, soit effectivement des emails. Et vous voyez qu'on ne peut pas non plus considérer que parce on accepte les conditions générales d'utilisation ou de vente, ça voudrait dire en même temps, qu'on accepte, la prospection commerciale électronique. Ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit, une information et un recueil dédié, de ce consentement pour la prospection. Slide suivante. Il y a une exception toutefois, parce que vous voyez, il y a un principe général. L'exception, c'est que si vous avez un client, c'est-à-dire une personne qui a déjà, acheté chez vous, eh bien, à ce moment-là, si la prospection commerciale va concerner des produits ou des services qui sont similaires, que vous fournissez, eh bien, vous retombez, dans simplement la case opt-out, c'est-à-dire que la personne peut s'y opposer, mais vous n'avez pas à collecter son consentement. Ce qui est donc, a priori plus simple pour vous. La personne sera informée, que l'adresse peut être utilisée à des fins de prospection, et elle pourra s'y opposer, à tout moment en fait, lors de chaque envoi, par le lien de désinscription dont on parlait tout à l'heure. Mais pour vos clients et même pour ce qui est, des envois de courrier électronique, ou de SMS, c'est simplement le droit d'opposition et non pas le consentement. Donc ça, c'est quand même effectivement une exception notable. Ça ne En fait,
retenez qu'effectivement, ces principes de consentement ne vaut que par rapport à des personnes qui ne sont pas clientes, que vous allez chercher à conquérir, mais qui ne sont pas déjà vos propres clients. On peut progresser en donnant des exemples. Et je prends appui sur effectivement des délibérations de sanctions qui ont pu être prises par la CNIL dans le cadre justement de l'application de ces principes de prospection commerciale. Il y avait eu pour effectivement la société Accor un envoi automatique de newsletters suite à la réservation de chambres d'hôtel qui comportait des offres de partenaires avec une case de consentement qui était précochée. Et donc, il y a eu une sanction parce qu'on a considéré qu'effectivement, il ne pouvait pas y avoir de telles propositions quand il s'agissait de services de parc de stationnement par l'hôtel ou de billets d'avion qui n'avaient rien à voir avec effectivement la chambre d'hôtel en tant que telle, que ça n'était pas des produits ou des services similaires, parce qu'effectivement la société Accor disait que parce qu'il y avait une réservation de chambre d'hôtel, on avait des clients et que donc le consentement ne s'appliquait pas, mais la CNIL a considéré qu'il ne s'agissait pas de produits ou services similaires à ce que vendait Accor, puisque Accor était avant tout focalisé sur les réservations de chambres d'hôtel. Et du coup, effectivement, il y a eu cette sanction et qui a également, comme je vous l'avais indiqué, pris position sur le fait que non seulement le consentement là ne pouvait pas être considéré comme reposant sur des produits ou services similaires et que de toute façon, comme il y avait une case précochée, ça n'aurait pas du tout non plus fait l'affaire. Donc, vous voyez que ça a été une sanction de 600 000 € qui a été prise à l'encontre du groupe. Et sur la notion de client, là, c'était la société Brico Privé, une sanction de 500 000 € quand même, hein, sur la problématique qui concernait le fait que créer simplement un compte sur un site de commerce en ligne ne peut pas suffire pour être considéré comme un client. Donc, je peux effectivement créer un compte, mais si je n'ai jamais rien acheté, je ne suis pas client. Donc, vous voyez, ça, c'est des nuances qui sont intéressantes parce qu'effectivement, ça montre qu'un client, c'est vraiment quelqu'un qui passe une commande. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui crée un compte sur un site de commerce, mais qui ne conclut pas d'opération d'achat. Si vous n'avez pas... Nous avons Oui, une remarque et une question à oui, Sophie. Alors, d'accord. Nadège, sur Blocktel, qui précisait que qu'en tant que particulière, elle s'est inscrite il y a quelques années sur le site et le démarchage n'a eu aucun affaire. C'est un peu comme ça que je le comprends. Oui, oui, effectivement, moi-même, je suis inscrit sur Blocktel. Ça n'empêche pas d'être régulièrement démarché. Malgré tout, le démarcheur a l'obligation, hein, si je ne me trompe pas, Sophie, de vérifier que les personnes, enfin, avant de faire la prospection commerciale, que les personnes sont bien, sont inscrites ou pas dans Blocktel, et beaucoup ne le font pas. Ah, et beaucoup ne le font pas. Donc c'est vrai que là, clairement, ça, ce serait un élément dans le cadre des sanctions ou des... Parce qu'en fait, il faut bien voir qu'il y a effectivement, dans les 16 000 plaintes que nous recevons, il y en a bien un bon tiers qui concerne ces problématiques de prospection commerciale sur internet, hein. Mmh. Donc très clairement, heu, c'est vrai qu'il y aurait matière à, dans le cadre de l'instruction de ces plaintes, à vérifier avec, parce que j'imagine que quand on s'inscrit sur Blocknet, on a l'assurance, donc on sait à partir de quand on y est. Donc si on est démarché par la suite et qu'effectivement il est avéré que
la société qui prospecte n'a pas vérifié BlockNet, il y a des sanctions de prévues, effectivement. Encore faut-il qu'elles soient appliquées. Là, c'est toute la problématique, mais effectivement, c'est une bonne illustration de ce que ces règles dont je vous fais part ne sont pas toujours appliquées et que la CNIL, dans le cadre de son activité de sanction, a pu prendre des sanctions qui sont quand même des sanctions lourdes, mais qui font aussi référence au fait que, s'agissant de grosses sociétés de ce type, évidemment que nos sanctions, elles prennent en considération, en fait, les chiffres d'affaires des sociétés pour être des sanctions qui soient proportionnées à la fois aux manquements, aux désagréments pour les personnes, mais aussi à la force économique de l'entreprise. Donc, vous voyez, il y a tout un équilibre assez subtil dans l'élaboration de la sanction pour quand même qu'effectivement, il y ait une application de ces règles. Parce que je comprends qu'effectivement, il y ait des cas où malheureusement, on voit que ça n'est pas appliqué et la CNIL est là pour justement prendre des sanctions pour veiller à ce que ça le soit de plus en plus et que ce soit embarqué par définition par les prospecteurs. Autre question, pardon, d'Amandine, concernant le démarchage, plutôt les règles de démarchage téléphonique, d'où doivent venir les données personnelles pour limiter les 4 appels de démarchage par mois? D'où viennent les données personnelles? Oui, c'est Heu, ça, si je comprends bien la question. oui, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où j'ai effectivement des données sur un prospect, je ne vais pouvoir l'appeler qu'au maximum 4 fois par mois. C'est, ça c'est le code de la consommation, hein, qui pose ces règles de limitation, du nombre d'appels pour ne pas, spammer, enfin, agresser littéralement, la personne. Mais c'est 4 appels par opérateur. Donc, Mmh. effectivement, si vous avez 25 personnes qui vous appellent 4 fois dans le mois, ça fait 100 appels, donc ça devient insupportable. On voit bien qu'effectivement, il y a il y a une difficulté, oui. Mmh. D'ailleurs, il me semble qu'on peut dé Oui, oui, pardon. D'ailleurs, il me semble qu'on peut déposer plainte, hein. Enfin, je sais plus si c'est une plainte ou une dénonciation sur Blocktel. En tout cas, on peut, oui, dénoncer, sur le l'entreprise, site, oui, oui, tout à fait. absolument, absolument, oui. Oui, oui. Je ne sais plus Et par qui après, oui, ah pardon, excusez-moi. Non, allez-y, terminez, Sophie. parce que je ne savais plus par qui était géré Blocktel, si c'est un service de l'État ou si ça a été délégué à un organisme, spécifique. Mais en tout cas, il y a un site internet où vous pouvez effectivement, mentionner les plaintes et nous, dans le cadre de l'instruction des plaintes que l'on reçoit, puisque vous pouvez aussi, saisir la CNIL, hein, de plaintes, bien évidemment. On en reçoit, comme je vous le disais, plus du tiers de nos 16 000 plaintes. On interroge Blocktel et on est en relation avec eux de toute façon. Alors, une question et puis, je rappelle qu'il est 10 heures. Alors je ne sais pas, on a encore un petit peu à dérouler. Alors, une question en tout cas, quand un prospect nous contacte pour un projet, nous prenons les données, donc de ce prospect ainsi que l'adresse mail et on envoie pour envoyer une confirmation du rendez-vous. Est-il possible d'utiliser ce mail pour envoyer une news par la suite? Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'au moment où vous renvoyez, pour confirmation du rendez-vous, vous mettez une mention sur le fait que vous pensez utiliser ces informations pour, lui adresser, des informations enfin des éléments, relatifs à vos produits et à vos services et vous demandez effectivement, s'il souhaite, heu donc là, tout dépendra, comme vous le voyez, du support que vous allez utiliser. Si c'est par sollicitation électronique et qu'il n'est pas encore client, demandez le consentement. S'il est déjà client, la possibilité de s'opposer. Très bien, merci Sophie. Et alors effectivement, pour dérouler rapidement la suite, mais
c'était pour le deuxième aspect dont je vous avais parlé, qui concernait les relations avec d'autres entreprises. Lorsque vous avez des fichiers d'entreprise, retenez une chose, c'est que c'est toujours la possibilité de s'opposer. Voilà, il n'y a plus de consentement, même pour les sollicitations électroniques. Donc, on peut le voir en déroulant les quelques autres slides. Droit de s'opposer. Et bien sûr, l'objet de la sollicitation doit être en rapport avec la profession de la personne démarchée. C'est-à-dire que si vous êtes une petite entreprise qui vend des photocopieuses ou du matériel informatique, vous n'allez pas solliciter la personne dont vous avez collecté les cartes visite sur un salon professionnel pour des séjours de tourisme, je ne sais où. Donc, ça doit être en lien avec la profession de la personne démarchée, mais ce n'est plus que de droit d'opposition. Ça, c'était des exemples, mais je pense qu'on peut passer, puisque effectivement, il y a, comme tout à l'heure, je vous indiquais effectivement les cas de sanctions prises par la CNIL dans ces exemples-là. On peut les passer. Et là, c'était un petit, pour terminer, récapitulatif des questions à vous poser quand vous allez utiliser vos bases de données. Donc, on peut les voir. Et puis, ce que je vous propose de faire pour ne pas vous retenir par rapport au délai, à moins que vous ayez encore quelques minutes, c'est comme vous le souhaitez, c'est effectivement, ayant les slides, si vous avez des questions, n'hésitez pas effectivement à me les faire remonter. Donc, vous posez les questions vis-à-vis des personnes concernées. Est-ce que vous les avez bien informées? Est-ce que effectivement les règles de l'opt-in ou opt-out ont bien été respectées? Parce que si ça n'a pas été le cas, effectivement, vous vous mettez dans une situation de risque et vous ne pouvez pas utiliser ces données telles quelles. Il va falloir effectivement faire une information préalable avec les mentions d'informations telles que je vous les ai fait passer. Je vois une main se lever. Oui, alors j'ai vu Virginie qui souhaiterait poser une question. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai eu un bien. petit souci de micro tout à l'heure, super. Alors, j'ai noté plusieurs points. Alors déjà, merci beaucoup pour la présentation, parce que, alors moi, j'ai déjà quelques notions sur le RGPD, mais voilà, là, on a pu apprendre encore d'autres choses, donc c'est super. Je voulais savoir, à l'issue de la réunion, du coup, on va recevoir le lien vidéo. Est-ce qu'il serait possible d'avoir votre présentation, parce qu'il y a quand même plein d'éléments qui sont hyper intéressants dedans? Ah, pour ma part, c'est tout à fait possible, puisque Ah, super. effectivement, je l'ai fait volontairement un peu chargée, un peu lourde, pour vous donner du fond, des supports qui peuvent être bien sûr envoyés. Et je crois que c'est ce que Nathalie a dit aussi, hein, que ce serait envoyé. Oui, effectivement, merci d'abord de ce partage, Sophie. Encore une fois, je peux vous envoyer l'ensemble des infos, donc effectivement le replay plus la présentation. Encore faut-il que j'ai bien l'adresse mail de tout le monde. Donc pour ceux qui se seraient inscrits et qui se seraient connectés avec leur nom d'inscription, je vais vous identifier. Par contre, ceux qui se sont inscrits mais qui ne se sont pas connectés avec leur nom, eh bien, l'inscription, ça va être compliqué. Donc, redonnez-moi votre mail. Et ceux qui ne se sont pas inscrits tout court, si vous voulez recevoir les infos, donnez-moi votre mail. Voilà. Sinon, il faudra me le réclamer si vous ne le recevez pas. Voilà. Alors, il y a aussi Émeric. Alors, excusez-moi, Oui, pardon. parce que du coup, j'ai d'autres petites questions. Par rapport à tout à l'heure, justement, où je voulais intervenir et où mon micro a bugué, je voulais savoir par rapport à une adresse mail générique info@ et le nom de la société, par exemple, est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque de pouvoir remonter, par exemple, au nom du dirigeant en tapant sur société.com, par exemple, le nom de l'entreprise, et du coup, d'avoir la liste des dirigeants, parce que ça reste de la donnée personnelle. Est-ce que du coup, il n'y a pas quand même
alors pas forcément un risque, mais même avec moi, même avec une adresse générique, ça permet quand même de remonter à l'identité du dirigeant, du ou des dirigeants de l'entreprise. Alors, effectivement, c'est une très bonne question parce que vous déroulez le fait qu'une donnée personnelle peut être soit directement, soit indirectement identifiante. Et effectivement, c'est directement identifiant quand c'est un nom, et c'est indirectement identifiant quand on va avoir juste un numéro de téléphone, une plaque d'immatriculation qui va renvoyer effectivement à une personne qui est derrière. Quand on a une adresse générique pour une société, on peut remonter indirectement à son dirigeant, mais ça ne veut toujours pas dire que le dirigeant, a priori, si effectivement il est seul en tant qu'entreprise unipersonnelle, hein, il aura forcément connaissance du mail en question, mais ça pourrait très bien être, disons que là, le risque de réidentification, il existe, mais ce n'est pas pour autant que l'adresse mail générique va être considérée comme une donnée personnelle. Mais on peut réidentifier des personnes, effectivement, à partir de données qui ne sont pas personnelles. Par exemple, il y a des chercheurs qui ont pu mettre en évidence que les trajets effectués journellement par taxi, en fonction des flux de passagers des taxis, on avait simplement les points de prise du client et de dépose du client, et en sachant quand est-ce que le taxi, à quelle heure il avait pris un client, l'avait amené à tel endroit, et en faisant des recherches sur internet, on pouvait retomber sur la personne qui avait pris le taxi, alors qu'à l'origine, on n'avait aucune donnée personnelle. Donc c'est vrai que, on peut réidentifier des personnes, mais à partir de données qui ne sont plus, personnelles, en fait. Parce que les points de dépose et de prise de taxi ne le sont pas, mais peuvent le devenir. Donc là, vous pointez ce qui effectivement est un risque, mais qui ne, pour autant, en ce qui concerne l'adresse générique professionnelle, ne fait pas qu'elle devient identifiante. Est-ce que c'est clair? Parce que Oui, oui, très clair. Très clair. Et j'ai une dernière petite question. On est d'accord qu'on reste, si par exemple on sous-traitait de la donnée, etc., on est d'accord que, étant, entre guillemets, je ne vais pas dire propriétaire de base de la donnée, mais on reste toujours le responsable de traitement vis-à-vis d'un éventuel sous-traitant. On est bien d'accord là-dessus. Et ça peut être aussi bien une entreprise avec qui on collabore, en cas d'une vraie sous-traitance, que par exemple un salarié, par exemple, je vais vous prendre un exemple tout bête, une entreprise qui vend, j'en sais rien moi, des appareils culinaires, ils ont une partie où ce sont des conseillers et une autre partie où ils ont des salariés. Du coup, aussi bien les salariés que les conseillers sont les sous-traitants de leur entreprise, mais du coup, s'il y a un souci de perte de données ou de vol de données sur l'ordinateur du conseiller ou du salarié, on est d'accord que ça reste l'entreprise générale qui reste responsable s'il y a un manquement de la part. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Attention, parce que quand vous dites que les salariés sont les sous-traitants, le sous-traitant, c'est une autre entité que l'entreprise, alors que le salarié, il fait partie de l'entreprise. Il est effectivement sous le contrôle de l'employeur et il sera également, sa responsabilité pourra être engagée à titre personnel hein, si elle est mise en cause. Mais au regard de la loi informatique et liberté, c'est effectivement bien l'entreprise qui reste responsable de son traitement. Et donc, quand elle est en relation avec des sous-traitants, il faut qu'elle fasse un contrat avec ce sous-traitant pour bien spécifier les obligations de sous-traitant qui ne doit pas, évidemment, réutiliser ces données à elle
sauf si elle l'autorise et dans un cadre qu'elle doit maîtriser, effectivement. Ok, super. Merci, Merci Sophie. beaucoup. Alors, j'avais Émeric, je crois, mais je crois je ne le vois plus. Donc, Non, Émeric voulait parler, je crois, des durées de conservation. Vous l'avez évoqué, Sophie, dans votre introduction. Oui. Combien de temps nous pouvons garder les données clients? Alors, c'est vrai que ça, c'est une très bonne question parce que, alors, dans les données clients, vous avez effectivement, et s'agissant des données, des durées de conservation, de deux choses l'une. Soit vous avez une durée légale qui est fixée en l'espèce par le code de commerce, pour les factures, pour la comptabilité, 10 ans, auquel cas, effectivement, elle s'applique. En ce qui concerne les règles de prospection commerciale, c'est vrai que l'on a considéré que les durées de conservation pour permettre la prospection commerciale, grosso modo, si dans les 3 ans qui ont suivi un achat, il n'y a pas eu de manifestation du client, on part du principe qu'effectivement, il n'est plus intéressé. Sauf, c'est en fait dans un référentiel client et prospection commerciale que la CNIL a établi cette durée de 3 ans, mais qui est une recommandation. Ça veut dire que ce n'est pas une règle qui est sanctionnable directement si vous ne l'appliquez pas. Si vous vendez des pots pour bébés, des petits pots de nourriture pour bébés, c'est vrai que cette durée de 3 ans, on voit bien qu'elle est complètement cohérente et même moins, parce qu'à 3 ans, on ne prend plus de pots pour bébés. Mais si vous êtes un concessionnaire automobile, là, 3 ans, ça ne fait pas beaucoup, puisqu'on ne va pas changer de voiture tous les 3 ans. Et donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les durées de conservation, elles correspondent à des traitements qui ont des finalités différentes. Donc, ce n'est pas parce que vous allez garder vos factures et tous vos documents comptables pendant 10 ans que vous pouvez faire de la prospection pendant 10 ans, parce que vous devez savoir que la CNIL a dit qu'en principe, 3 ans, c'est suffisant pour prospecter des clients qui ne se sont pas manifestés, donc vous partez depuis la dernière manifestation. Mais si vous considérez-vous que ces 3 ans, c'est trop court au vu de votre activité, vous documentez, vous expliquez pourquoi, et ça c'est dans votre inventaire, quand vous précisez la durée de conservation, que vous mettez qu'effectivement vous considérez que 5 ans, c'est plus cohérent par rapport à la durée moyenne d'acquisition de véhicules, puisqu'une fois encore, c'est une recommandation de la CNIL et que, évidemment, en suivant cette recommandation, vous êtes sur des rails, vous ne posez pas de questions, mais si vous voulez sortir de la recommandation, vous devrez pouvoir documenter. Je complète un peu le propos, Sophie. Dans Mmh. certains cas, la durée de conservation n'est pas définissable et donc ce qui est plutôt intéressant, c'est d'avoir, la règle qui définit cette durée de conservation. Donc jusqu'au désabonnement, par exemple, et que cette règle enfin, la règle et que la durée de conservation dans les 2 cas, si on peut, l'appliquer, c'est fondamental. Donc il y a évidemment, d'une part, la durée de conservation, d'autre part, la règle qui définit cette durée de conservation et sur ces 2 éléments, il faut bien sûr appliquer ces bonnes règles. Mmh. Et en fait, la règle qui définit la durée de conservation, c'est combien de temps est-il pertinent par rapport à mon objectif, à ma finalité, de conserver ces données? Comment je peux justifier qu'effectivement j'en aurai besoin pour la finalité de mon traitement? Donc, si la finalité de mon traitement, c'est la prospection, là, on a un document de la CNIL, parce qu'effectivement, il n'y a pas de règles écrites dans un code ou une loi
sur cette question-là. C'est une recommandation de la CNIL qui est de 3 ans, qui peut être effectivement documentée différemment pour des raisons particulières. Alors, vous parliez de documentation, je crois qu'il y a une question d'Aymeric, toujours, il me semble, sur le registre, mais je ne la retrouve pas. Si, pardon. L'obligation de tenir un registre ou non, avec le type d'information à mettre. Donc, en fait, si je comprends bien la question, Aymeric, c'est est-il obligatoire d'avoir un registre, hein? C'est un peu comme ça que je l'entends. Oui, et la réponse est positive. Il y a eu des doutes exprimés dans les premiers temps du RGPD, mais effectivement, ce registre, il n'a pas vocation à être énorme s'agissant d'une TPE-PME, puisque effectivement, il a pour objectif tout simplement d'être un espèce d'inventaire de ce que vous avez, qui vous permet effectivement d'inventorier les données dont vous disposez, de façon à les mettre en sécurité. C'est un peu comme les bijoux de famille, on ne va pas les laisser traîner sans précaution. Et une fois encore, ces données personnelles, ce sont des actifs immatériels, certes, mais ce sont vos actifs qui ont de la valeur et que donc vous devez pouvoir bien identifier et les faire fructifier, puisque effectivement, ça va vous permettre de fidéliser et de gagner plus de clients. Donc oui, l'inventaire, il est nécessaire, quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est tout simplement une règle de bon sens et de bonne gestion commerciale que de savoir ce qu'on a, pourquoi on l'a, est-ce qu'on est sûr qu'il est en sécurité, qu'on a bien veillé au respect des règles concernant les droits des personnes concernées, de façon à lui donner plus de valeur du fait qu'il est en conformité. La question concerne également ce que l'on met dans ce registre. Alors, la CNIL fournit sur son site un modèle de registre, hein, vous l'avez un petit peu mentionné tout à l'heure, Sophie. Dans ce registre, on va avoir la finalité du traitement, les sous-finalités, on va avoir les mesures de sécurité, qui est responsable du traitement, qui est le DPO. Je vais peut-être oublier un certain nombre de choses. Les typologies de données à caractère personnel, données sensibles / données particulières. Par contre, si la question c'est, est-ce qu'on met, si on a fait l'objet d'une attaque informatique, en fait, vous avez un autre type de registre, hein, de manière très opérationnelle, que moi je mets en place, à savoir qu'il y a un registre des violations qui lui, finalement ne peut pas être communiqué, ce qui n'est pas forcément le cas du registre, hein, des traitements. C'est ça, Alors, tout à fait. si je peux me permettre, j'ai Monsieur Henri David aussi qui souhaiterait poser une question. Donc, Monsieur Henri David n'est pas là ou ne peut pas prendre la parole. J'ai une autre question d'Amandine. Si par exemple, j'ai des intérimaires qui n'ont pas signé la RGPD pour différentes raisons, mais que j'ai l'intégralité de leurs données personnelles, est-ce que je risque quelque chose? La signature pour recueil des données est obligatoire dans quel cas? Sinon, quel risque de sanction? Est-ce que c'est... Alors, parce que là, c'est visiblement recours à des intérimaires, Oui. donc pour apporter leur force de travail. Donc, il y a forcément une signature de la part de l'intérimaire, pas spécialement RGPD d'ailleurs, parce que Mmh. en fait, je pense qu'on fait peut-être référence, mais vous me dites si je me trompe, hein, à l'obligation pour l'intérimaire de s'engager à respecter les règles de confidentialité des informations auxquelles il ou elle aura accès dans le cadre de son travail au sein de l'entreprise. Mais je ne vois pas très bien comment elle pourrait, cette personne, travailler si elle ne s'est pas engagée au préalable à respecter ces différentes règles et qui doivent être partie intégrante de son contrat de travail d'ailleurs. Mais je ne suis pas sûre effectivement que ce soit
la bonne réponse, hein, En fait, il y a plein de choses dans la question, hein. Donc il y a le côté, moi, je suis responsable de traitement, je collecte des données pour que mes intérimaires puissent travailler. Donc du coup, bah, se pose la question: «Quid de la base légale?» Bah, typiquement, obligation légale du responsable de traitement. Donc c'est un peu comme ça que je comprends la question. Mais de toute façon, pour le responsable de traitement, il y a l'obligation légale d'être conforme au RGPD. Mmh. Je reprenais la question, hein, pour voir si je comprenais bien les choses. Alors, j'ai une question, mais bon, je vais la lire et en même temps que vous avez. Alors, bonjour. Par exemple, qu'en est-il si j'envoie à l'intention de X, Y, Z, donc nominatif, sur une adresse générique info, société, nanana. Merci pour l'envoi. Ouais. Donc, en fait, si j'utilise une adresse générique, mais que je mets monsieur, j'utilise une adresse générique pour une personne dont je n'ai pas l'adresse, mais je connais le nom peut-être. Je suppose que c'est ça. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Je pense que c'est dans ce cas de figure. C'est vrai que si vous utilisez une adresse générique, ça n'est pas considéré comme une donnée à caractère personnel, donc les règles dont je vous ai parlé ne s'appliquent pas. Même si, par exemple, on utilise un contact arrobas, mais on connaît le nom du directeur, par exemple, de l'entreprise. Et on met bonjour, monsieur Dupont Alain, par exemple. Ça, c'est possible, ça, du coup. Parce qu'on a utilisé une adresse générique, ce qui est assez paradoxal, mais bon, c'est comme ça. OK, bon, c'est normal, puisqu'en fait, le message arrive directement sur l'adresse mail générique. OK. Y a-t-il d'autres questions? Alors, j'ai toujours la main levée d'Henri David, mais Karine, oui, Karine. Oui, bonjour. Est-ce que vous Allez-y, Karine. m'entendez? Très, très bien. Oui, ok, parfait. Moi, j'avais une petite question parce que je pense que je vais avoir le cas qui va se présenter dans pas longtemps. Je vais rencontrer le directeur d'une usine de j'espère pouvoir obtenir son adresse mail, donc avec son nom, prénom, etc. Ma question est la suivante. Je cherche à prospecter des industries pour leur proposer des pochoirs de marquage pour le sol, donc dans les usines, les allées piétons, etc. Ma question est donc la suivante. Est-ce que je peux utiliser le mail du directeur de l'usine pour le prospecter et essayer de vendre des pochoirs en sachant que la vraie personne qu'il me faudrait, c'est le responsable du service technique, par exemple? Alors, vous disiez que vous alliez le rencontrer? Oui, en Ah ben, physique. donc alors là, c'est encore plus facile, si vous voulez, puisque vous allez établir un contact directement pour présenter effectivement votre activité et lui proposer effectivement de lui donner plus d'informations au travers de ce que vous pourriez lui faire parvenir sur la base effectivement de sa carte de visite professionnelle. Lui, vous pouvez aussi lui demander s'il souhaite et s'il préfère que ce soit directement envoyé à la personne chargée de ce sujet dans son entreprise et effectivement qu'il vous donne son adresse mail professionnelle à ce directeur technique. Donc, en précisant que ce sera pour adresser des informations relatives à votre activité qui seraient utiles pour le projet. Et sur cette base-là, vous aurez donc procédé ainsi à l'information préalable dont on a parlé. Et lors de l'envoi du premier mail, vous pourrez rajouter un lien de désinscription pour qu'effectivement, à l'avenir, ils puissent dire qu'ils ne sont plus intéressés. Et comme ce sera pour exclusivement proposer ces pochoirs qui sont en lien avec leur activité professionnelle, il n'y a pas de problème du tout. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Y a-t-il Alors, encore des oui, questions? oui, il y en a quelques-unes. Là. Il y avait effectivement Amandine, toujours sur cet aspect intérimaire, contrat de travail. Donc, pas de nécessité, pas de signature nécessaire de la part de l'intérimaire pour que nous conservions ces données. Euh, Ah, Là aussi, si je comprends bien la question, en fait, la collecte de données s'est faite dans un cadre particulier, hein, donc il y a une finalité. Et donc, si on reste sur le contrat de travail, il y a eu cette collecte liée à l'obligation, à la base légale qui est l'obligation légale. Donc, pas de signature nécessaire, non. non, 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 parce que, en fait, effectivement, l'intérimaire, avec qui vous allez travailler, ce sera effectivement, dans le cadre de l'application du droit du travail, et l'intérimaire n'a pas, on n'est pas là, ce que je vous expliquais, c'était les règles de prospection commerciale et effectivement, travailler, avec des intérimaires, là, on est sur, le droit du travail, et évidemment que le salarié ou l'intérimaire, ou même des stagiaires, sont des cas de figure où vous avez des données les concernant, pour lesquelles effectivement ils n'ont pas à accepter, puisque c'est votre obligation en tant qu'employeur, hein, de conserver ces données. Là aussi, ça répond, pour le coup, il y a des durées de conservation spécifiques. Je crois que c'est 5 ans fixées par le Code du travail pour les bulletins de salaire. Et vous avez des référentiels que la CNIL a pu élaborer effectivement également en matière de durée de conservation sur le personnel, sur effectivement les personnes qui ont pu travailler pour l'entreprise. Merci Sophie. Encore une question et on va devoir conclure. Alors, comment cela se passe lorsqu'on intègre un réseau professionnel pour faire des affaires et qu'il y a un échange d'informations sur l'entreprise? Alors, échange d'informations sur l'entreprise, c'est vrai que tout dépend ce qu'on entend par échange d'informations. Est-ce que ça signifie, qu'il y a des échanges de données personnelles au sein de ce réseau professionnel? Auquel cas les personnes concernées doivent en avoir été informées, une fois encore, parce que ce que je vous ai indiqué comme règle concernait exclusivement l'entreprise en tant que telle. Et si elle veut céder à d'autres partenaires commerciaux dans le cadre de cet échange d'informations, il faudra préalablement en avoir informé les personnes qui n'étaient en relation qu'avec l'entreprise et non pas le réseau d'entreprises, et avoir, soit en fonction des cas de figure, recueilli leur accord ou leur opposition. Donc effectivement, on n'a pas eu, l'opportunité d'aller jusqu'au bout, de la présentation, mais je pense que, il n'y a aucun obstacle, Nathalie, à ce que vous recensiez, les questions supplémentaires que cela pourrait susciter et moi, je suis à votre disposition pour, effectivement, si ça s'avère nécessaire, répondre à des questions. Il me semble que l'interactivité qui s'est manifestée pendant cette session montre qu'effectivement, c'est le plus important d'avoir cet échange direct et effectivement, je vous remercie beaucoup pour, toute cette, énergie. Merci Sophie, merci David, merci à tous les participants. Avant de vous quitter, effectivement, ce sujet suscite énormément de questions. Donc effectivement, comme nous l'a dit aimablement Sophie, eh bien, vous n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, je les ferai parvenir à Sophie Nerbonne. Sachez aussi que David Lefay reste à votre disposition et qu'il est à la Cécile Normandie. Voilà. Écoutez, je vous souhaite merci encore de votre participation. Vous avez été nombreux et je vous dis à bientôt et bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.